Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue ici dans le village gaulois de Coriobona. Coriobona, c'est un village reconstitué par l'association des Gauloides en Charente. Et si nous sommes ici aujourd'hui, ça n'est pas pour manger du sanglier, mais pour défoncer quelques clichés en vous présentant l'équipement des combattants gaulois. Cette vidéo, elle s'inscrit dans une petite série de vidéos sur l'archéologie et les Gaulois que je réalise en compagnie de Guillaume Reich, docteur en archéologie protohistorique, dont la spécialité est justement les Celtes du second âge de fer, leur armement et les techniques martiales gauloises. Le second âge du fer, c'est la période qui s'étend de 475 avant notre ère à 25 avant notre ère pour toute l'Europe tempérée. On appelle aussi cette période la Tène, tout simplement parce que la Tène, c'est un site archéologique de très grande importance qui se trouve en Suisse et qui a livré beaucoup de matériel qui nous a permis de nous renseigner sur ce second âge du fer. Alors autant le préciser tout de suite, les Celtes ça englobe pas mal de trucs. Du coup dans cette vidéo, on va utiliser sans distinction les termes celtes, gaulois, lathéniens. Pour ceux qui ne suivent pas, l'athénien comme l'Athènes, la période que l'on vient de décrire. Dans notre imaginaire, les Gaulois sont victimes d'un certain nombre d'images d'Épinal, c'est-à-dire des clichés qui leur collent à la peau. On a longtemps imaginé les Celtes comme des barbares, c'est-à-dire comme des sauvages sans culture et sans raffinement, heureusement civilisés par Rome, alors que la civilisation celtique figure parmi les plus brillantes de l'Antiquité. Nous continuons toujours aujourd'hui d'utiliser des acquis ou des inventions de la période celtique qui ont durablement influencé les cultures antiques. Et c'est valable dans de très nombreux domaines comme la philosophie, l'agriculture, l'artisanat ou encore l'art de la guerre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de développer quelques-uns des aspects concernant la guerre, justement, qui semblent revêtir une importance capitale dans les sociétés gauloises. Nous avons ici affaire à deux guerriers gaulois en tenue de combat. Et si l'on peut déjà voir quelques similitudes entre leurs panoplies, ils ne correspondent pas à la même époque puisque près de 200 ans les séparent. Le premier, présenté par Patrick, représente un combattant léger, fantassin ou cavalier, de la seconde moitié du IIIe siècle avant notre ère, tandis que le second, incarné par Jean-Paul, exhibe une panoplie d'un combattant lourd pouvant combattre à cheval ou à pied, caractéristique de la moitié du 1er siècle avant notre ère, à une période que l'on nomme par convention époque de la guerre des Gaules. Il y a donc un décalage d'environ 2 siècles dans les équipements présentés ici. Et ce saut dans le temps, rendu possible par la reconstitution protohistorique, nous permet d'apprécier l'évolution de l'armement celtique au cours des 3 derniers siècles avant notre ère. Cette évolution est liée au changement dans la manière de se battre, c'est-à-dire des améliorations consécutives aux expériences heureuses comme désastreuses sur les champs de bataille antiques, mais aussi aux innovations technologiques et aux métamorphoses plus générales au sein des sociétés celtiques. Il y a donc bien des différences entre les équipements qui correspondent à une réalité archéologique. Mais on y voit aussi quelques ressemblances. Il existe effectivement une panoplie standardisée que l'on retrouve tout au long du second âge du fer. Cette panoplie, en fait, on la connaît surtout par ce qu'on appelle les ensembles clos. C'est le cas, par exemple, de la plupart des sépultures. Cette composition très fréquente, effectivement, c'est ce que nous, on appelle en archéologie la panoplie ternaire. Elle est composée de 2 armes offensives et d'une arme à fonction mixte, mi-défensive, mi-offensive. La première, c'est l'arme offensive par excellence des guerriers de l'Antiquité, une arme d'as, c'est-à-dire un fer fiché sur une hampe en bois qui va composer une pique ou une lance. Et la seconde arme offensive, particulièrement emblématique, si ce n'est mythique du combattant celte, c'est l'épée en fer, qui se loge dans un fourreau métallique sur le côté droit du combattant. Et puis l'arme à fonction mixte, c'est naturellement le bouclier. Ces 3 éléments, arme d'aste, arme de poing et bouclier, forment ce qu'on appelle la panoplie ternaire, qu'on va retrouver finalement sur les représentations des guerriers des 2 périodes qui vont être proposées là. Penchons-nous un peu plus sur ces armes pour y voir plus clair, notamment sur leur évolution, à commencer par celle des armes d'aste. Ces armes font l'objet de variations morphologiques conséquentes, à tel point qu'il est difficile d'établir des classifications réellement pertinentes basées sur des critères évidents.
Il y a bien sûr de grandes familles qui se dessinent, mais elles connaissent une répartition inégale dans le temps et sont souvent en usage sur de longues périodes, parfois plusieurs siècles. En revanche, les différences de forme, de dimension, renvoient manifestement à des usages variés, à des spécialités martiales, à des spécialisations techniques. Et pour être plus clair, on va vous montrer que certains points reviennent constamment sur les armes, peu importe la période. Par exemple, les pointes sont toujours en alliage ferreux. Elles sont systématiquement composées d'un empennage partagé autour d'une nervure médiane, même si c'est la flamme de cet empennage qui subit les plus importantes variations. Cette hampe en bois est, au fond, l'essentiel de l'arme d'Ast. Elles sont pourtant mal connues car elles sont très rarement conservées. Bah oui, le bois ça pourrit et ça se conserve assez mal. Et ça c'est un vrai problème puisque c'est la morphologie et les dimensions de la hampe qui vont conditionner les usages martiaux qu'on va pouvoir faire de cette arme d'Ast. On ne se bat pas avec une lance de la même manière qu'avec une pique. On n'emploie pas une perche de 3 mètres de la même façon qu'un bâton de 1 mètre. Seuls quelques rares contextes, notamment l'ensevelissement et la privation d'oxygène, autorisent la conservation de ces hampes de bois permettant d'estimer la matière et les dimensions exactes de quelques exemplaires. Bien sûr, il y a des moyens indirects de se procurer ces informations. Par exemple, on peut mesurer l'intérieur des douilles. On va pouvoir également analyser les restes en bois qui vont se loger à l'intérieur de ces fers de lance et qui sont parfois conservés par la corrosion. On va pouvoir estimer également leurs dimensions par la longueur des fosses dans lesquelles est parfois enterré l'armement. Et puis, ça peut être aussi estimé grâce à l'apport de l'iconographie ancienne. Et tout ça nous permet de restituer, grosso modo, une arme d'Ast qui fait entre 2 mètres et 2,50 m de longueur à peu près. La hampe est généralement taillée dans du frêne, qui est le bois le plus adapté à la fois en termes de résistance mécanique au choc qu'en termes de souplesse. C'est d'ailleurs pour ça que cette essence est régulièrement employée pour la confection des manches d'outils. Parfois, l'extrémité proximale, c'est-à-dire la zone théoriquement la plus proche du corps, par opposition à l'extrémité distale tournée vers l'adversaire, est dotée d'un renfort métallique que l'on nomme un talon. Ce talon peut être à soie ou à douille, est un accessoire qui est extrêmement intéressant pour le combat. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode, si vous voyez ce que je veux dire. Ces armes d'Ast sont très répandues à l'époque. C'est même l'arme par excellence du guerrier celte, celle qui caractérise le fantassin, mais peut aussi être utilisée à cheval. On dit parfois que les Celtes sont les inventeurs de ce que l'on conceptualise en tant qu'occidentaux sous le terme de lance. Beaucoup d'armes d'Ast historiques découlent de la lankias des Gaulois. D'où l'importance d'insister sur la lance. Ça rime. La deuxième arme de nos combattants est l'épée, assez particulière, très caractéristique. L'épée est une arme emblématique du guerrier celte. Elle est moins répandue et pourrait être réservée aux strates sociales les plus hautes. On a tendance à dire qu'elle est l'arme de l'aristocratie, et à vrai dire, c'est plutôt probable. En langue gauloise, on la nomme cladio, ce qui a donné gladius, soit le glaive des Romains. Elle est très singulière, à la fois simple dans son apparence et d'une richesse d'élaboration sidérante. Sa taille varie un peu selon les périodes, de quelques dizaines de centimètres, passant d'une arme assez courte au cours des époques plus anciennes, à une arme assez longue, dépassant parfois le mètre au cours du 1er siècle avant notre ère. Son poids varie grosso modo de 500-600 grammes à près d'1 kilo, ce qui lui permet de rester particulièrement maniable. Sa pointe est aussi l'une des données qui change souvent, même s'il y a quelques nuances à apporter. En effet, pour les phases anciennes, il y a souvent une extrémité distale pointue qui tend à être moins acérée au cours de la guerre des Gaules. Mais c'est un schéma très théorique puisque l'on rencontre beaucoup d'armes de poing dotées d'une pointe qui n'est pas très acérée, mais qui autorise tout de même l'emploi de l'estoc, c'est-à-dire d'un coup avec la pointe de l'arme. Et au contraire, on trouve des épées pointues au 1er siècle avant notre ère. Du coup, il n'y a pas vraiment de vérité absolue sur la pointe de l'épée gauloise. C'est relatif, on va dire. Intéressons-nous maintenant à la façon dont ces épées sont créées. La lame est en alliage ferreux plus ou moins carburé, généralement trempé. Elle conserve une certaine souplesse, ce qui, nous y reviendrons dans un autre épisode, explique certains stéréotypes au sujet de la fabrication des épées, mais justifie aussi certains usages. La lame est forgée sans gouttière centrale, mais parfois avec une nervure médiane. La section varie entre un profil lenticulaire, rhomboïdal, c'est-à-dire en losange, ou nervuré. Ce qui est assez remarquable, c'est que l'épée est à 2 tranchants parallèles.
ce qui veut dire que l'on utilisait ces épées surtout pour la taille. La taille, dans le jargon, c'est un coup avec le fil de la lame des côtés coupants. On va l'opposer à l'estoc qu'on a vu tout à l'heure, où l'on frappe avec la pointe. La partie basse de l'épée est pourvue d'une poignée en matière organique, qui peut être du bois, des matières dures animales, éventuellement des éléments métalliques, auxquels on ajoute une petite garde et un pommeau. La garde n'a ici pas réellement de rôle de protection comme sur certaines armes du bas Moyen-Âge, mais plus une fonction de blocage de la main lors de la manipulation de l'arme. Le pommeau, lui, n'a pas de rôle de contrepoids puisqu'il est trop léger. D'ailleurs, en parlant de la garde de l'épée, elle a une forme un peu particulière, c'est-à-dire curviligne, qui fait écho à l'entrée du fourreau dans lequel elle vient se loger. Mais ça, on y reviendra plus tard. Sur le flanc droit du combattant donc, grâce à un système de suspension varié selon les époques, composé soit de chaînes semi-rigides et de courroies organiques, soit de courroies en cuir et d'anneaux métalliques, est suspendu un fourreau entièrement métallique ne pesant que quelques centaines de grammes. Le fourreau d'épée laténien, c'est vraiment là qu'on voit la grande qualité du travail métallurgique chez les Celtes en fait. Parce que d'une part, il est composé de tôles extrêmement fines qui font parfois juste un demi-millimètre d'épaisseur. Et ensuite, au niveau de la facture du fourreau, c'est un assemblage qui est réalisé avec une précision qui est de l'ordre du demi-millimètre également, puisque tout est assujetti par des éléments qui sont rentrés en force, en contrainte, et tout tient de cette façon-là. Et puis, il y a la défense. On voit que le bouclier est un peu particulier. On reconnaît sa forme ovale, plate. La poignée est au centre et, c'est intéressant, il n'y a pas de système de sangle en cuir, de courroie, comme sur certains boucliers médiévaux. Cette poignée au centre du bouclier n'est pas anodine. Elle permet au guerrier de tenir fermement le bouclier puisqu'elle se situe au niveau du centre de gravité de l'arme. La poignée est logée dans un creux au centre de la planche et elle permet un temps de réponse réduit lors de l'utilisation du bouclier. Cette poignée horizontale, ça s'appelle un manipule. Et parfois, il peut y avoir une languette métallique, on appelle ça un renfort de manipule, assez logiquement. Vous le voyez, la main, elle peut se loger à l'intérieur du bouclier. On a en fait un trou qui est creusé dans le bois, dans ce qu'on appelle la spina. La spina, c'est un demi-fuseau de bois qui sert vraiment de fusible mécanique et qui va lui-même être protégé par une coque métallique qu'on appelle un nimbo. UMBO, pas un nimbo, mais tout ça participe vraiment au fait de pouvoir protéger la main lors de la manipulation du bouclier. Cet imbo de fer, il y en a tout un tas de formes différentes qui changent en fonction des époques, ce qui forcément intéresse les archéologues qui vont les classer par type et par époque. Ce qu'on remarque quand on examine un imbo, c'est qu'il est fixé au bouclier par au moins 2 clous ou rivets. En mesurant un rivet, on peut donc estimer approximativement l'épaisseur de la planche des boucliers. Parfois, les pourtours, ou la tranche, inférieure ou supérieure du bouclier, sont renforcés par des bandelettes métalliques que l'on nomme des orles. Il arrive que ces orles permettent de restituer la forme exacte du bouclier dans une sépulture, même si c'est un phénomène assez peu répandu. En revanche, ces orles permettent en général d'apprécier l'épaisseur de la planche en bois sur le pourtour du bouclier. Car si les 4 types d'éléments métalliques, l'imbo, les clous rivets, le renfort de manipule et les orles, sont assez bien connus par l'archéologie, le reste, la planche, la spina, la poignée, sont en matériaux organiques qui pourrissent et ne sont que très rarement conservés. Heureusement, quelques exemplaires nous sont parvenus et viennent compléter les informations obtenues par l'iconographie ou de manière indirecte, comme ce que nous avons énoncé précédemment. Les quelques exemplaires de boucliers qui nous sont parvenus complets, notamment sur le site de l'Athènes, révèlent une très grande qualité du travail de menuiserie. Par exemple, sur l'un de ces boucliers en chêne qui est daté de 225 avant notre ère, on a retrouvé que le bouclier avait été façonné en 2 planches qui forment vraiment le plateau. Et ces planches ont été mûrement sélectionnées. Il y a vraiment un choix en amont pour avoir quelque chose qui répond bien à des contraintes mécaniques. Pour accroître la résistance de ce bouclier, il arrive qu'on le recouvre entièrement de cuir cru. Donc c'est une sorte de protection. Et puis on peut imaginer une autre forme de protection, c'est le fait de décorer le bouclier avec ce qu'on appelle des symboles apotropaïques, c'est-à-dire des symboles qui sont destinés à faire peur à l'adversaire, qui est une manière aussi dans la pensée celtique en fait de préserver l'intégrité de ce bouclier. Nous avons également d'autres types de boucliers, des boucliers qui peuvent être façonnés donc avec de l'osier ou de l'écorce, parfois recouverte de cuir. Cette panoplie ternaire des guerriers gaulois semble donc témoigner d'une grande maîtrise technique. Mais on peut légitimement se poser plusieurs questions. Cette tenue est-elle adaptée à la fois pour les fantassins et les cavaliers? Est-ce que l'équipement était le reflet d'un certain statut social?
En d'autres termes, est-ce qu'un guerrier celtique est davantage un aristocrate ou un individu des couches moins aisées de la population ? Aborder cette question des statuts est quelque chose d'assez complexe, d'autant que le métier des armes semble, pour l'essentiel de la période laténienne, époque de la guerre des Gaules mise à part, être la caractéristique d'une certaine aristocratie, d'une élite de la société celtique, qui va parfois exporter son savoir-faire par l'intermédiaire du mercenariat. Ce qu'il est possible de déduire, en revanche, c'est qu'il est plus que vraisemblable qu'un guerrier doté d'une épée suspendue dans un fourreau, muni également d'un bouclier et d'une lance, soit plus riche qu'un combattant doté d'un bouclier et d'une lance. Un moyen relativement simple de déduire l'importance du statut d'un guerrier est donc d'examiner sa tombe, qui se fait le reflet dans l'au-delà du statut du guerrier de son vivant. Alors Guillaume, une question qu'on peut quand même légitimement se poser quand on voit un petit peu ces guerriers celtes, c'est l'utilisation des armes à distance. Parce que c'est vrai que quand on regarde un peu la panoplie qu'on a présentée, épée, lance, bouclier, on parle pas d'utilisation d'armes à distance. Est-ce qu'il y avait des arcs, des frondes, je sais pas, des javelots En fait, c'est un sujet qui est relativement complexe. L'archerie, on a un certain nombre de sources. Et elle apparaît a priori comme un privilège de l'aristocratie, tout comme la guerre. On sait que la chasse est a priori quelque chose qui permet la préparation du combattant au combat. Après, ça ne veut pas forcément dire que l'arc est utilisé à la guerre. On sait que c'est très vraisemblablement le cas pour les combattants de la période ancienne de l'Athènes. C'est très difficile à prouver pour les 3e et 2e siècles avant notre ère. Et en revanche, sur la fin de la période gauloise, on arrive à nouveau à un usage abondant de l'archerie, dans le cadre militaire. On a également quelques attestations de fronde, notamment par le biais des balles de fronde que l'on retrouve sur les champs de bataille, également sur la fin de la période gauloise. Alors les balles de fronde, c'est-à-dire qu'il y a des balles qui sont vraiment forgées pour, on n'utilisait pas des cailloux ? Là, c'est plutôt des cailloux, mais il faut vraiment imaginer que c'est quelque chose qui est mineur pour l'essentiel de la période celtique. Après, on a aussi tout ce qui relève de l'arme d'ast que l'on peut propulser, donc les armes de jet type javelot et javeline. Ces javelots et javelines, c'est pareil en fait. On a un peu du mal à déterminer lesquels sont réellement en usage et si on s'en sert effectivement de cette façon-là. Il faut savoir qu'en fonction de la morphologie de ces fers, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va conditionner l'usage qu'on va en faire. Donc parfois c'est un peu délicat de déterminer si on est face à un fer de javelot ou face à un fer de pique. Toujours est-il que, a priori, d'après les classifications qu'on peut établir à l'heure actuelle, on sait que c'est un peu pareil que pour l'archerie. On fait usage abondant du javelot au cours de la période de l'Athènes ancienne, notamment avec des guerriers qui sont juchés sur un char de guerre à 2 roues. On semble abandonner cette pratique-là à l'articulation des 3e et 2e siècles avant notre ère, et ça revient vraiment sur le devant de la scène à la fin de la période gauloise, notamment au cours du fameux épisode de la guerre des Gaules. Oui, il y a un autre truc qui m'interroge aussi, c'est-à-dire que bon, là, il y avait cette interrogation-là sur les armes à distance, mais on parle de cette panoplie ternaire, épée, lance, bouclier. Alors, quand on perd la lance, on prend l'épée, mais si on perd l'épée, en fait, il se passe quoi Est-ce qu'il y a des haches, des petits couteaux, je sais pas moi, Quand on a sa vie en jeu, en général, on va trouver les astuces pour essayer de résoudre son problème immédiat. Donc effectivement, on a souvent dans les tombes des couteaux qui sont associés aux panoplies strictement militaires. Ça ne veut pas pour autant dire que le couteau est pensé comme une arme en amont. C'est-à-dire que c'est plus un outil, quelque chose qu'on va utiliser, ça peut être pour couper son saucisson par exemple lors du repas du guerrier, mais évidemment si on est en place, si on l'utilise à ce moment-là, on peut tout à fait l'exhiber, s'en servir au combat. La hache, c'est un peu la même chose, on va en retrouver dans certains contextes, dans des tombes, mais sans que pour autant ce soit quelque chose de systématique. Et là, pour le coup, a priori, on peut exclure l'usage militaire puisqu'on ne se trimballe pas sur le champ de bataille en fait avec une hache. Oui, ça reste planté dans le bouclier si on commence à s'amuser, quoi. C'est un peu ça. Une autre partie de l'équipement que nous n'avons pas encore abordée et qui est pourtant fondamentale, c'est l'équipement du corps, l'équipement défensif. Et pour ça, les guerriers celtes ont également fait preuve d'un certain talent. L'équipement le plus emblématique, qui a été utilisé jusque dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, est la cotte de maille.
une invention celtique de la fin du IVe siècle avant notre ère, puis reprise par de nombreux peuples antiques. Elle est composée de milliers d'anneaux de fer aboutés ou rivetés. C'est une protection corporelle, généralement renforcée aux épaules, qui n'empêche pas la fluidité des mouvements. Un atout de poids dans un combat donc, qui nous offre un avantage non négligeable face à un autre guerrier qui n'en aurait pas. Cependant, cette cotte de maille serait le privilège d'une élite martiale ou économique. Et on peut très bien comprendre pourquoi. La complexité de la réalisation d'un tel équipement nécessite forcément un coût élevé. On pourrait en effet penser que l'assemblage long et fastidieux de la cotte de maille justifie le coût d'une telle fabrication. Mais ça serait vite oublier l'activité chronophage de la réalisation du fil. Cette cotte de maille se porte sur un subarmalis, une sorte de broigne ou de gambison en cuir souple, en peau, en feutre ou en tissu. Différentes sources à notre disposition permettent même de supposer qu'il y avait des cuirasses organiques, c'est-à-dire à base de matière qui périment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cinéma et certaines reconstitutions fantasmées nous ont habitués à imaginer la cuirasse comme une protection de cuir d'un seul tenant, d'un seul bloc. Pour le coup, on ne peut pas exclure qu'il y en ait eu. Mais l'archéologie n'a pas encore permis d'en révéler à ce jour dans le contexte du second âge du fer. Cette cuirasse, il faut l'envisager différemment. Plus vraisemblablement, il s'agirait de protections corporelles faites de couches superposées de tissus de lin encollés. Ces protections sont particulièrement résistantes et constituent de véritables ancêtres du gilet pare-balles. Un bon moyen de se protéger pour se faire péter la panse avant et après le combat, et pas pendant. Pour la tête, le guerrier est parfois, cela dépend des périodes et des secteurs géographiques, protégé par un casque dont la forme varie. Certains types de casques gaulois ont inspiré des casques romains. Le principe est généralement celui d'une calotte métallique, en fer ou en bronze, avec boutons rapportés. Les joues sont souvent protégées de paragnathides, c'est-à-dire de couvre-joues protégeant la mâchoire. Un couvre-nuque se situe à l'arrière de la calotte pour protéger, comme son nom l'indique, le crâne et la nuque. Pour la protection des membres, c'est autre chose. Ce que l'on sait du monde celtique révèle quelques rarissimes exemplaires de protection des membres inférieurs comme des jambières. Clairement, ça n'est pas la norme. De même, rien ne permet vraiment d'argumenter en faveur de brassards ou autres canons d'avant-bras organiques, en tout cas sur le plan archéologique. Les vêtements, tels que ceux que l'on peut voir sur nos deux compères, viennent sans doute jouer une partie de ce rôle. On reconnaît d'ailleurs les fameuses braies, l'ancêtre du pantalon développé par les Gaulois, et on voit une tunique que l'on peut imaginer être les deux éléments standards de l'équipement gaulois. On peut également observer un manteau que l'on appelle sais, sagoum ou seillon. Ce manteau a parfois pu être utilisé pour parer certains coups, mais pour le coup c'est une longue histoire et l'analyse complète de chaque pièce nécessiterait une vidéo bien plus longue. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelques éclaircissements sur l'équipement des guerriers celtes. On vous prépare la suite, on vous cache rien, très bientôt sur la chaîne va arriver une vidéo sur le combat gaulois, donc on va mettre un petit peu en pratique tout ce qu'on a vu, ça va être vraiment super génial, on compte sur vous pour être au rendez-vous. Merci à Guillaume Reich avec qui on a préparé cette série de vidéos sur le combat gaulois, je vous mets un petit lien dans la description vers son travail, vous verrez c'est vachement intéressant. Merci également à Patrick et Jean-Paul pour leurs super prestations et merci à leurs associations respectives. On a d'un côté les Gauloides qui nous ont accueillis ici dans le magnifique village de Corriobona et de l'autre l'association Drungo qui est une troupe de mercenaires gaulois. Là aussi je vous mets les liens en description. Maintenant écoutez, on compte sur vous pour partager l'épisode, pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis à très bientôt sur la chaîne.